Joulani est pire qu'Assad? Bien sûr que Joulani est pire qu'Assad. Autant Assad a fait du mal au Liban et aux Libanais, je parle surtout de Hafez et d'Assad, puisque Bachar a fait beaucoup moins que Hafez. Mais je dois dire que Joulani est bien pire, parce que Joulani a l'idéologie, il a la masse. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta, chers auditeurs fidèles et nombreux qui revenaient toutes les semaines et chaque fois on est toujours ravis de vous recevoir plus nombreux. Merci de cet honneur que vous nous faites d'être fidèles, aussi fidèles à Omerta. Ça nous touche énormément. Moi, ça me touche de savoir que cette chaîne progresse contre vents et marées, malgré tous les obstacles, parce qu'on en a, on n'est pas les seuls, mais en tout cas, merci beaucoup d'être fidèles au rendez-vous. Aujourd'hui, nouvelle édition du Grand Entretien. Je reçois Michel Fayad. Bonjour Michel. Alors, c'est la première fois que vous venez sur Omerta. Je vais vous présenter un petit peu à nos auditeurs. Vous êtes né au Liban, mais vous avez fait votre formation en France. Vous êtes spécialisé en diplomatie, en géopolitique. Vous avez également travaillé, et c'est un angle très intéressant, dans la finance. Vous êtes professeur de géopolitique à l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Première question, en appel à votre identité libanaise. Léon XIV, le pape, s'est vu offrir le pain et le sel. Alors, on dit ça, Rop wal Melech. À son arrivée à Beyrouth, conformément à une très belle tradition sémitique. Au-delà des aspects symboliques, que faut-il voir dans cette visite ? Déjà, c'était quelque chose qui était attendu par tous les Libanais, chrétiens comme musulmans. Comme vous avez pu voir, il y a une unité entre chrétiens et musulmans, notamment dans la rue, également en termes de témoignages auprès du pape. Le gouvernement s'est assuré qu'il y ait autant de chrétiens que de musulmans qui se présentent devant le pape. Enfin, vous voyez, il y a cette harmonie quand même entre les deux. Parce qu'en France, on parle souvent de libanisation d'un point de vue négatif. Mais en réalité, au Liban, c'est positif, parce qu'il y a 1611 villages, il n'y a pas un seul village sunnite chiite, mais par contre, il y a des villages chrétiens sunnites, chrétiens chiites, chrétiens sunnites chiites, et donc ça montre que les Libanais arrivent à vivre ensemble. Le seul problème, ça a été avec les réfugiés palestiniens, et plus récemment avec les réfugiés syriens. Mais entre Libanais, il y a une bonne entente malgré tout. Et le message du pape, c'était un moment attendu. Bien sûr. Ça a suscité le Liban, ça a mis un peu de baume au cœur des Libanais de voir ce pape. D'ailleurs, tout le monde rigolait que les routes ont été arrangées. Ah oui. Alors que ça fait des années que le gouvernement ne fait rien. Tout le monde a remis de l'asphalte. Enfin, tout s'est arrangé. Un miracle, quoi. Un miracle. Alors, tout le monde était vraiment satisfait. Et c'était vraiment quelque chose que les Libanais ont vraiment apprécié, et le pape aussi s'est montré très ouvert, très proche des Libanais, donc ça a été vraiment quelque chose de marquant, notamment la scène où il est à genoux devant Saint-Charbel. Ça, c'est quelque chose qui compte pour les Libanais, pas seulement les chrétiens, mais aussi les musulmans, parce que quand vous allez devant la tombe de Saint-Charbel, vous pouvez croiser énormément de musulmans. C'est un peu la particularité libanaise. Est-ce que, plus sérieusement peut-être, le message aussi du pape était à l'endroit des chrétiens au Moyen-Orient, qui, comme on le sait, sont menacés. Au Liban, ils sont encore forment encore une grosse partie du pays. Est-ce que, notamment, on va parler de la Syrie voisine, on va parler ce qui s'était passé en Irak, une grosse partie des chrétiens irakiens s'étaient d'abord réfugiés en Syrie et ensuite au Liban. Est-ce que finalement on risque pas de voir cette fameuse phrase des djihadistes se réaliser, les alaouites en enfer et les chrétiens au Liban, c'est-à-dire que le Liban devienne le dernier réceptacle de la foi chrétienne au Moyen-Orient. En tout cas, les chrétiens du Liban sont les seuls à ne pas avoir une attitude et un esprit de dhimmi, c'est-à-dire de soumis. Vous savez, quand vous allez voir les chrétiens en Égypte, ils sont 12 millions peut-être, et ils sont soumis. Quand vous allez voir les chrétiens de Syrie, les 300 000 qui resteraient, avant ils étaient 2 millions, là aussi il y a quand même un esprit de soumission aujourd'hui. Pareil en Irak, ils étaient 1 million, ils sont aujourd'hui combien ? 100 000, 200 000.
Et là-bas aussi, il y a un esprit de soumission. Donc le Liban, oui, c'est une patrie où les chrétiens ont encore leur tête levée, où ils se font respecter. Il y a quand même 50% du Parlement qui est chrétien, 50% du gouvernement aussi. Il y a le chef de l'armée, le président de la République, le gouverneur de la Banque centrale. Il y a quand même encore beaucoup d'aspects chrétiens dans le pays. Il y a quand même aussi les écoles chrétiennes qui sont les meilleures écoles du pays, les universités chrétiennes parmi les meilleures écoles du pays, ou si ce n'est même les meilleures écoles du pays, parce qu'entre l'américaine et la jésuite, c'est les meilleures. En fait, le Liban, sans les chrétiens, n'existerait pas, et les musulmans le savent. Pour la petite anecdote, vous savez qu'après la sortie des Syriens, Michel Aoun voulait être président de la République et donc en conseil, il leur avait dit « Moi j'ai remporté les élections, je souhaite être président ». Et tout le monde, enfin tous les musulmans, c'est-à-dire Hariri et Berri se sont dit, et Jumblat ont dit « Non, non, on ne veut pas de vous comme président ». Et lui a dit « Bien, très bien, si vous ne voulez pas que je sois président, nous les chrétiens, nous ne voulons plus de la présence de la République ». Et à ce moment-là, tous se sont levés, ont dit « Non, 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 s'il vous plaît, gardez la présence de la République ». Ah oui. C'est pour vous montrer que la présence chrétienne est à la fois le lien et le liant entre toutes les autres communautés. Et donc la présence chrétienne au Liban, je ne pense pas qu'elle disparaîtra de sitôt. Elle est nécessaire pour qu'un Orient reste pluraliste, parce que à l'heure où on voit un Occident qui est en train d'être pluraliste, multiconfessionnel et tout, il ne faudrait pas que par contre l'Orient devienne monoreligieux, vous voyez, il faut qu'il y ait ces minorités qui restent, que ce soit les chrétiens, que ce soit les juifs, que ce soit les druzes, les alaouites. Il est important que leur présence ancestrale demeure dans cette région, parce qu'elle est aussi très importante, non seulement en tant que présence religieuse, mais parce que les chrétiens, par exemple au Liban, ont construit un pays qui est un pays de liberté, et donc c'est pour cela que beaucoup de musulmans y adhèrent. Ces minorités, malheureusement, on va y revenir avec le cas de la Syrie, sont quand même largement menacées. Restons un petit peu encore sur le Liban. La situation politique, cette fois, reste assez précaire, et notamment le contexte géopolitique avec Israël qui continue de cibler le Hezbollah. Ce dernier, d'ailleurs, dont on se demande s'il sera un jour désarmé et qui va bien pouvoir le faire. Joseph Aoun, le nouveau président, semblait cocher toutes les cases, plaisait aux Américains. Est-ce qu'on va vers une nouvelle déception et une nouvelle crise politique en vue ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 1990 et les accords de Taïf qui ont été imposés au Liban contre le gré de la population, il y avait quand même 1 million de personnes qui manifestaient tous les jours contre les accords de Taïf, eh bien, le président de la République a perdu de ses pouvoirs, de ses prérogatives. Il n'en a plus que 2. Il peut former le gouvernement en partenariat avec le Premier ministre désigné par le Parlement, par les groupes parlementaires. Et l'autre mesure qu'il a, enfin l'autre prérogative qu'il a, c'est réunir et diriger le Conseil supérieur de défense. C'est tout. Donc en fait, comment voulez-vous, avec ces 2 prérogatives qui lui restent, désarmer le Hezbollah? C'est vraiment impossible. Et même l'armée libanaise, elle est sous-équipée, elle n'en a pas la capacité militaire de désarmer le Hezbollah. Et puis même en termes de volonté, vous avez une armée libanaise qui est composée à 50% de sunnites, et affronter le Hezbollah signifierait en fait un affrontement un petit peu sunnite-chiite malgré tout. Donc tout ça, le Liban ne peut pas le faire, et finalement je pense que la guerre entre Israël et le Hezbollah va reprendre, puisque l'Iran a encore dit, là il y a quelques jours, à travers, vous savez, la presse.tv, que le Hezbollah ne sera pas désarmé. Il y a quelques temps, vous savez, le chef d'état-major du Hezbollah a été tué, mais c'est un Iranien. Donc vous voyez, la décision n'est pas vraiment libano-libanaise, elle se trouve à Téhéran. Alors, pour rester sur Téhéran, pour rester sur l'Iran, depuis la guerre des 12 jours en juin dernier, l'Iran se remet, pense ses blessures. Il y a eu la perte de l'état-major des gardiens de la Révolution, qui est intervenu après la décapitation aussi des unités Radouane et la mort d'Hassan Nasrallah. Donc l'Iran a perdu beaucoup aussi de son influence. Un officiel iranien me disait récemment à propos de Vitkov, du négociateur, que quand
quand les Israéliens ont attaqué, les Iraniens pensaient que soit les Américains étaient au courant de l'attaque, vous savez, il y avait des négociations à l'époque sur le nucléaire qui étaient en cours, ou soit Israël a menti aux États-Unis pour frapper. Est-ce que vous croyez, sur le cas de l'Iran, un possible retour à des négociations sérieuses sur le nucléaire? Comment vous voyez les choses? Vous dites peut-être possible redémarrage de la guerre contre le Hezbollah, contre l'Iran aussi? Chers amis d'Omerta, avant de poursuivre cette vidéo, je souhaitais vous partager la situation dans laquelle se trouve notre équipe. En effet, nous faisons l'objet d'attaques et de harcèlement depuis plusieurs mois et tout ça s'intensifie depuis quelques semaines. L'objet de ces attaques, c'est tout simplement le travail qu'Omerta produit depuis 3 ans sur un certain nombre de sujets en se rendant sur le terrain où les médias mainstream ou les médias internet ne souhaitent ou ne peuvent se rendre. Ukraine, immigration, mais aussi wokisme, transsexualité, pédocriminalité et bien d'autres sujets. Tout ce que nous avons traité depuis 3 ans chez Omerta, que ce soit dans notre magazine ou sur notre application mobile, dérange le système et ce système a aujourd'hui décidé d'intensifier la pression sur notre société. Pour soutenir notre travail, pour soutenir la liberté d'expression, alors soutenez dès maintenant Omerta en effectuant un don défiscalisé à hauteur de 66%. Pour un don de 100 € versé à Omerta, vous ne payez en réalité que 34 €. Ces dons, ils sont indispensables en cette fin d'année pour garantir la qualité et la quantité de notre travail. Vous le savez, Omerta ne bénéficie d'aucune subvention publique et nous avons besoin de vous maintenant plus que jamais. Un grand merci et bon visionnage. Et qui avait été un gros problème pour eux durant cette guerre. Et donc je pense que les Israéliens reprendront cette guerre contre l'Iran. Mais en Iran, vous avez dit que l'état-major des gardiens a été un peu décapité, c'est vrai, mais il y en avait certains qu'on avait annoncés comme morts qui sont finalement vivants. Oui. Comme par exemple Ali Shamkhani, le conseiller militaire du guide et qui est le chef de la sécurité nationale du pays. Il y a également le chef de la force Al-Quds, Ghani. Et il y en a 2 qui sont extrêmement importants, qui sont en fait les 2 piliers des gardiens de la Révolution. C'est Rezaï et Jafari, qui étaient les 2 grands anciens chefs des gardiens de la Révolution, qui sont les 2 vraies figures qui tiennent encore les gardiens de la Révolution. Et tant qu'eux sont vivants et sont encore en état, si vous voulez, je pense que le régime tiendra et ne tombera pas comme un château de cartes. Et, en fait, les piliers du régime qui restent, à mon sens, c'est le guide suprême, Ali Khamenei, et puis Rezaï et Jafari, donc 2 des anciens chefs des gardiens de la Révolution. Tant que ces 3 gros personnages sont en place, je vois très difficilement le régime tomber. Il faut quand même savoir que tous les Iraniens en Iran ont un lien direct ou indirect avec les gardiens de la Révolution. Soit ils ont des membres de leur famille qui est un militaire dans les gardiens de la Révolution, soit il y a quelqu'un qui travaille pour l'une des entreprises des gardiens de la Révolution, ou qui travaille... Véritable économie bis et bien sûr. Structure bis au sein même du pays. Mais oui, et contrôle 2/3 de l'économie. Donc en fait, soit vous êtes un de leurs employés, soit vous êtes un de leurs militaires, soit vous avez une collaboration business avec eux. Donc c'est extrêmement compliqué de casser ce socle. Et dans la relation avec le Hezbollah, le fait que la Syrie n'est plus là pour faire l'approvisionnement en missiles, on va dire, le fameux corridor qui existait avant, est-ce que ça affaiblit le Hezbollah ou est-ce que le Hezbollah a trouvé une autre manière de s'alimenter et on va dire, de reformer son appareil militaire? Certainement que le Hezbollah a réussi à se reconstituer d'une manière ou d'une autre, mais certainement non, pas comme avant, si vous voulez, avec la chute de Bachar. Et les Israéliens qui surveillent vraiment les frontières, qui surveillent aussi les ports. Et maintenant, le Hezbollah, quand même, est extrêmement puissant au niveau justement du port, des aéroports, de l'aéroport et aussi des frontières. Toujours l'aéroport de Beyrouth? C'est pas un contrôle total, mais il y a une présence. Donc, de fait, s'ils veulent faire passer certaines choses, ils y arrivent parfois. Ouais. Beaucoup moins qu'avant, parce que Israël surveille, parce que l'armée libanaise se déploie, parce que c'est plus comme avant, les langues se délient, les gens n'ont plus peur. Donc il y a quand même beaucoup de difficultés pour le Hezbollah, pour se réarmer, mais il réussit un petit peu à se réarmer. Maintenant, d'un point de vue financier, il y a quelque chose qui est en train de se passer aussi, c'est qu'avant, vous savez, le Hezbollah pouvait utiliser certains circuits de cash qui venaient via la Syrie. Maintenant, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est recevoir des bitcoins
qu'ils arrivent à changer chez les sarrafs, c'est-à-dire les changeurs, et les changeurs donnent du cash contre ces bitcoins. Et c'est ainsi que le Hezbollah, si vous voulez, arrive à gagner en termes d'argent. Et puis il y a aussi tous ces réseaux donc, en Afrique, mais aussi en Amérique latine. Vous savez, on parle beaucoup du Venezuela, mais au Venezuela, qui tient les trafics de drogue au niveau de l'export? Il y a énormément de Libanais chiites liés au Hezbollah. Il y a également des Iraniens eux-mêmes qui sont présents là-bas. Pas eux tous seuls, mais je veux dire, ils font partie de ces réseaux. Oui, donc le Hezbollah amoindri, mais qui quand même reprend des couleurs, on dira, et un Iran qui, là c'est une autre question, est-ce que l'Iran, la grande interrogation c'est quid du nombre de missiles balistiques dont dispose le pays? Je me souviens d'un dignitaire iranien, je ne sais plus lequel, mais qui disait « Nous fabriquons des missiles balistiques comme vous fabriquez des cigarettes ». Vous croyez qu'ils en ont encore beaucoup? Parce que la vraie question qui a été mise en avant pendant les frappes iraniennes sur Israël, c'est que Israël c'est tout petit, l'Iran c'est 1,5 million de kilomètres carrés, et que rendre invivable Israël est une option possible pour les Iraniens. Ah oui, absolument. D'ailleurs, leur missile tapé, vous savez, d'Imona, qui était à côté de... Dimna Beersheva, vraiment à quelques kilomètres de la centrale nucléaire. Donc finalement, le message aux Israéliens était qu'on n'a peut-être pas la bombe nucléaire pour vous la balancer. Par contre, on peut vous frapper votre centrale et avoir quasiment le même impact. Donc l'Iran a quand même montré sa force durant cette guerre. Et donc pour Israël, c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, le gouvernement israélien voudra recommencer cette guerre parce que la menace iranienne existe et elle est vraiment capable de faire du mal à Israël encore aujourd'hui. Les Israéliens, vous vous souvenez, pendant la guerre, ont essayé de repousser au maximum l'endroit d'où les Iraniens pouvaient envoyer leurs missiles le plus à l'est possible pour ne plus pouvoir atteindre Israël. Mais bon, les Iraniens sont assez malins, savent se reconstituer très rapidement. Donc tout ça pose problème à Israël. Est-ce que ça vous a surpris en juin dernier, d'abord le potentiel militaire, on l'avait vu, enfin le potentiel balistique, on l'avait vu déjà, il y avait eu au cours de l'année des frappes de riposte de la part des Iraniens, faisant pleuvoir une pluie de missiles sur Tel Aviv. Est-ce que la capacité des Iraniens à continuer, et surtout l'apparente faiblesse aussi du dôme de fer, est-ce que tous ces éléments vous ont interpellé? Oui, parce que le dôme de fer, il avait été constitué pour les Katyusha et les petits roquettes, entre guillemets, des proxys à côté. Mais c'est vrai que des missiles balistiques, c'est une autre histoire. D'ailleurs, on le voit même en Ukraine. Les missiles balistiques font mal et sont difficilement, si vous voulez, capturables et arrêtables. Donc, les Iraniens, cela fait maintenant plusieurs années où, malgré les sanctions, ils continuent à miser sur leur armement, leur réarmement, et donc d'un côté donc le pétrole et le gaz, de l'autre côté tout ce secteur de l'armement, et un peu en délaissant tout le reste. Et donc il y a quand même une économie qui est basée sur ces industries et qui tourne à plein régime. La guerre en Russie, en Ukraine, a aussi permis à l'Iran d'obtenir de l'argent pour financer ces programmes militaires et les poursuivre et augmenter les productions. Et ça, je pense que ça va continuer. Ils ont aussi, contrairement à d'autres pays dans la région, une compétence technique. Les ingénieurs iraniens sont très nombreux. Plus qu'en France. Plus qu'en France, et elles sont extrêmement... notamment sur les programmes atomiques, ou les programmes de balistique. Voilà, très bien formés, très bien éduqués, instruits, ils savent faire. Ils inventent des choses, je veux dire... on revient sur le conflit en Ukraine, mais... le Shahid. Oui, voilà, l'Iran a fourni des armes à la Russie que la Russie même n'avait pas. Oui. Et ils ont permis le Shahid, qui est une conception de drone assez peu coûteux et assez rudimentaire, de poser des sérieux problèmes. Alors évidemment, ensuite les Russes ont perfectionné ce drone, mais le fait de faire voler ce type d'appareil en essaim
a posé déjà, dès leur introduction, c'est-à-dire que c'est là où les Iraniens sont venus vraiment perturber le jeu en Ukraine, l'équation, c'est-à-dire on utilise un missile qui coûte peut-être 100 fois plus cher que le drone pour essayer de le neutraliser. Et ça, on n'a toujours pas trouvé la solution à ça. Hein. Absolument. Et il y a une autre chose aussi, c'est que l'Iran dispose des missiles Khaybar, des missiles en fait, supersoniques même. Et d'après les Iraniens, ils ne les ont pas utilisés lors de la dernière guerre. D'accord. Et Khaybar, vous savez, ça renvoie oui, bien sûr, à l'anéantissement des Juifs. Donc, bien sûr. C'est quelque chose qui... C'est un missile qui a un nom très connoté. Voilà, avec une cible et un but bien précis. Et le fait qu'ils ne les aient pas utilisés, ça fait partie justement de cette crainte qu'Israël peut avoir, que l'Iran continue à se renforcer et soit une véritable menace pour Israël. Et je pense que aussi du côté israélien, on pense que pour le moment, il y a Donald Trump à la Maison-Blanche et que rien n'indique que demain, il n'y ait pas un président moins favorable à Israël, plus, peut-être même hostile envers Israël. Et donc, il vaut mieux peut-être vraiment ternir la menace iranienne sous le mandat de Trump que miser pour après. Alors, justement, parlons de Donald Trump. Il a semblé connaître, son premier grand succès diplomatique depuis son retour aux affaires avec l'accord sur Gaza, le retour des otages israéliens. La seconde phase du plan semble, on dirait, beaucoup plus compliquée à mettre en place. Est-ce que finalement Trump ne va pas finir désavoué tant par Netanyahou que par le Hamas et que là aussi la guerre risque de recommencer ? Moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. En réalité, cet accord était mort-né. Bien sûr qu'il était important de le faire pour obtenir la libération de ces otages et puis aussi récupérer les corps des otages tués. Mais en fin de compte, ni le Hamas ni le Hezbollah ne vont déposer leurs armes. Ce sont des organisations qui sont paramilitaires et détacher les armes de l'aspect politique, c'est quelque chose qui est inconcevable et pour les uns et pour les autres. Vous savez, dans l'idéologie islamiste et le Hamas sunnite et le Hezbollah chiite, il y a cette volonté d'être armé pour réussir le djihad, réussir la conquête, réussir la prise du pouvoir. Donc c'est impossible qu'ils déposent leurs armes de plein gré. Et c'est par la force qu'ils vont déposer leurs armes un jour. Et comme ce n'est ni l'armée libanaise, ni l'autorité palestinienne qui vont le faire, ou ni même d'ailleurs une potentielle force arabe qui d'ailleurs n'est toujours pas constituée, qui le fera. Et donc en fait, je pense qu'on a mis sur pause et la guerre contre le Hezbollah et la guerre contre le Hamas et que ces guerres vont reprendre à un moment donné. Effectivement, il faudra voir l'attitude de Trump. À Netanyahou de voir comment un peu décorer la chose pour bien montrer que c'est de l'autre côté que le problème se pose. Et vous croyez à ce qui a été donc appliqué, c'est-à-dire qu'en échange justement du retour des otages israéliens échangés, il faut le préciser, contre des milliers de prisonniers palestiniens. D'abord, ces prisonniers palestiniens n'ont pas abandonné eux non plus la cause et le Hamas ayant permis la libération de prisonniers provenant du djihad islamique et même du Fatah, aujourd'hui sort quand même auréolé du point de vue des combattants de cette crise. Mais Israël s'est replié sur certaines positions, n'a pas évacué complètement la bande de Gaza. Est-ce que vous croyez, parce que c'est un scénario qui avait été imaginé, qu'une partie de la bande de Gaza pourrait, sous autorité israélienne, se reconstituer, un petit peu, je ne vais pas dire la Riviera dont rêve Donald Trump, et que le reste, finalement, pourrait servir de modèle. Vous y croyez à ça ou est-ce que c'est de la naïveté américaine comme on en voit souvent, malheureusement, dans ces négociations? On revient à la même chose. Tant que le Hamas est armé, ça me paraît vraiment compliqué qu'Israël puisse contrôler la bande de Gaza et permettre un développement. Si Sharon a quitté la bande de Gaza à l'époque, c'est justement parce que la bande de Gaza était intenable. Moi, il y a beaucoup d'Israéliens et d'analystes qui disent que Sharon a commis une erreur. Moi, je ne pense pas que Sharon ait commis une erreur. Je pense que Sharon savait ce qu'il faisait en quittant la bande de Gaza, c'est-à-dire il s'est dit à un moment donné, il y avait à l'époque un peu moins que 2 millions, alors qu'aujourd'hui il y a 2 millions. Mais disons 2 millions de personnes sur 378 km². Et c'est une population qui est abreuvée d'idéologie et d'éducation islamiste, antisémite, etc.
comment voulez-vous les tenir à terme? C'est impossible. Donc pour Sharon, l'idée c'était de sortir, mais de contrôler. On reproche à Sharon que le Hamas aujourd'hui soit très fort et contrôler la bande de Gaza, mais en réalité c'est plutôt l'après-Sharon qui s'est mal fait. Parce que Sharon, je ne pense pas qu'il aurait permis un Hamas aussi fort dans la bande de Gaza, et je pense qu'il se serait retiré, mais les aurait bombardés chaque fois qu'il lui aurait posé un problème. Et alors le Hamas, ça c'est une erreur de Netanyahou. Bien sûr, c'est sa faute. C'est lui qui a permis en fait c'est lui qui a joué... qui a joué Cheikh Yassine contre l'OLP. Exactement. Voilà. Un peu comme les Américains ont joué Al-Qaïda contre les communistes en Afghanistan. Oui. Un peu comme le Shah d'Iran avait joué les mollahs contre les communistes. Tout à fait. Et en fait, à chaque fois que vous jouez avec le diable, c'est vous qui le payez. C'est vrai. À chaque fois qu'on joue avec les djihadistes, on va aborder Absolument. La question de la Syrie tout de suite, mais ça se finit toujours mal. Exactement. Mais là, il s'agissait quand même, via le Qatar, avec l'approbation des Américains d'ailleurs, d'introduire de l'argent pour des raisons humanitaires, mais en fait qui a servi à finalement structurer Gaza comme une sorte de forteresse imprenable. Enfin, en tout cas, à partir du moment où en 2005 il y a le retrait israélien de la bande de Gaza, puis 2006-2007 il y a les élections palestiniennes remportées par le Hamas, puis ensuite qu'il a expulsé le Fatah de la bande de Gaza. Manu Militari. Voilà, donc ça vous montre qu'en fait, ceux qui ont la main dans la bande de Gaza, c'est le Hamas. Donc comment donner de l'argent à ces gens-là? C'est impossible, ça ne va pas. Mais vous savez, il y a quelque chose qui me dérange souvent en France, c'est qu'on présente le Hamas comme une organisation terroriste, mais le Fatah comme une organisation... Vous avez des gens qui... C'est vrai. Mais certains présentent le Fatah comme une bonne organisation. Oui. Or, le 7 octobre, il y avait les brigades des martyrs d'Al-Aqsa qui ont participé, qui ont enlevé, qui ont tué, qui ont violé. Donc les brigades des martyrs d'Al-Aqsa sont aussi une organisation terroriste et qui relève de qui? Du Fatah. Et d'ailleurs, le fondateur des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, c'est Marwan Barghouti, qui est présenté par une certaine gauche comme étant le sauveur, le Mandela palestinien. Oui. C'est pas possible ce genre de propos. Et puis n'oubliez pas que la guerre au Liban, c'était le Fatah. C'est le Fatah qui attaquait les chiites et les chrétiens. Il y a eu plus de chiites tués par le Fatah au Liban que de chrétiens. Et même... Encore, c'était Ariel Sharon aussi, la campagne du Liban Sud, oui, avec des enseignements aussi intéressants de cette époque. Mais quand Ariel Sharon est rentré au Liban en 82, les chiites lui jetaient du riz. Pourquoi? Parce qu'il venait les débarrasser du Fatah. Donc le Fatah qui serait bien modéré et le Hamas c'est terroriste, non, les deux sont des organisations terroristes. Et je vais vous dire une chose, entre 1948 et 1988, c'est-à-dire pendant 40 ans, il y avait un parlement en Jordanie qui était à 50% élu par ce qui était la Transjordanie, qui est aujourd'hui la Jordanie, et à 50% élu par la Cisjordanie. Et ces Palestiniens de Cisjordanie ont élu des Palestiniens comme députés qui n'appartenaient ni au Fatah, ni au Hamas, ni à aucune de ces organisations paramilitaires. Ce qui signifie que les Palestiniens sont en mesure, s'ils peuvent voter librement, de ne pas élire des gens relevant de ces partis. Donc il faut les démilitariser. Il ne faut plus que le Fatah et le Hamas soient armés, parce que s'ils sont armés, ils imposent, et tous les autres, je veux dire Djihad islamique, FPLP, tout ça, parce que s'ils sont armés, ils imposent aux Palestiniens de voter pour eux. Et puis il faut essayer de couper le financement, que ce soit le financement saoudien, le financement qatari, le financement iranien, etc., pour qu'ils n'achètent pas les voix, parce qu'aujourd'hui, quand un Palestinien touche, je ne sais pas moi, $20, $30 par mois et qu'il a une famille à faire nourrir, si on vous propose $100 pour voter pour tel ou tel, vous faites quoi? Vous votez pour cette organisation. Oui, non, mais l'argent est clé dans Bien cette sûr. histoire. Mais on ne risque pas d'y arriver, visiblement. Enfin, c'est ça qui est malheureux. Et puis, par rapport, juste un mot sur la reconnaissance de l'État de la Palestine par Emmanuel Macron. Ce qui est dommage dans la proposition d'Emmanuel Macron, à part le fait, en plus, de donner un État palestinien en fait, alors qu'il y a des organisations terroristes, que ce soit le Hamas ou le Fatah, qui sont encore présents et militarisés, c'est le fait qu'il ait écarté complètement la Jordanie de la solution.
Alors que dès le plan Reagan en 82, les accords d'Oslo en 93 et les pourparlers de Camp David II en 2000, à chaque fois, la Jordanie faisait partie de cette solution, soit sous forme de fédération, soit sous forme de confédération. La Jordanie faisait partie de la Palestine mandataire, c'est le 3/4 de cette Palestine mandataire. Elle doit faire partie de la solution pour qu'il y ait un État palestinien viable. Venons-en à la Syrie, où l'arrivée de Ahmad al-Shara à la tête du pays n'est pas du bout des minorités qui le composent. J'ai écouté l'autre jour quelqu'un que je connais très bien, qui est Fabrice Balanche, qui revenait de Syrie, expliquant que tous les jours, il y a des enlèvements de jeunes filles aussi qu'on retrouve voilées, mariées à des combattants d'HTC. Donald Trump, en revanche, ne semble pas voir cela. Il a adoubé al-Shara un peu comme l'ami dictateur qui n'avait pas trouvé chez Kim Jong-un, qui l'a snobé lors de son dernier séjour en Extrême-Orient. On a l'impression que Trump a besoin d'avoir son bon ami dictateur, et là, en ce moment, c'est Shara. Est-ce que vous voyez quand même à terme une forme de stabilité arriver pour le pays? Parce que la Syrie, moi je connais bien, c'est un pays qui souffre énormément depuis trop longtemps, et on avait presque l'impression dans les dernières années du gouvernement d'Assad, c'est que qu'Assad s'en aille, mais que quiconque qui arrivera à la place nous assure de quoi nous nourrir, de quoi finalement le minimum. C'est un pays qui a trop souffert, la Syrie. Ah, mais c'est sûr que la Syrie a énormément souffert, et moi-même en tant que Libanais d'origine, qui était contre la présence, enfin l'occupation syrienne du Liban. Je ne peux qu'être triste pour toute cette guerre en Syrie, et puis pour ce qui arrive aussi aujourd'hui. Vous savez, je pense que pour les minorités en Syrie, mais aussi pour les musulmans sunnites laïcs, il n'y a que deux solutions. Soit un État laïque qui pourrait être non fédéral, soit un État qui serait fédéral, mais dans ce cas-là, il ne faudrait pas que la principale entité soit islamiste, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc la dernière solution qui reste, c'est la partition. Et aujourd'hui, vous avez les Druzes à Souaïda qui veulent un État indépendant. Et d'ailleurs, le chef religieux des Druzes, qu'il a emporté au mois de cet été, a d'ores et déjà dit qu'il allait proclamer un État indépendant druze. D'ailleurs, c'est ce que la France avait promis aux Druzes à l'époque du mandat. La France avait promis un État druze indépendant, un État alawite indépendant, voire même un État chrétien indépendant. Et ça ne s'est pas produit, et les Druzes ont combattu les Français. Absolument. Et les alaouites, finalement, se sont ralliés à l'idée arabe, etc. Mais aujourd'hui, avec un islamiste au pouvoir à Damas, comment voulez-vous que ces minorités acceptent de faire partie et se soumettre à son pouvoir? Vous savez que quand il est interrogé en arabe sur les chaînes syriennes et arabes, je parle de Joulani, quand on lui demande quel théologien il suit, il dit Ibn Taymiyyah. Ah ben évidemment. Et Ibn Taymiyyah, dans l'idée, pour les Druzes et les Alaouites, c'est le nom qui leur fait peur, parce que c'est lui l'auteur des fatwas du Moyen-Âge pour les exterminer. C'est à l'époque des Omeyyades. Oui, c'est la mosquée des Omeyyades. Donc imaginez un Druze, dès qu'il entend Ibn Taymiyyah, ou un Alaouite qui entend Ibn Taymiyyah. Et puis on a beaucoup parlé du 7 octobre, où il y a eu 1250 juifs massacrés, tués. Mais en mars dernier, les 7, 8, 9 mars, donc dans la région alaouite, il y a eu des milliers de morts. Officiellement, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, il y avait 1800 morts. Mais certaines sources, et même, je crois, Fabrice Balanche, parlent de peut-être 5000 morts. Donc 5000 personnes tuées, massacrées. Et ça, c'est quand même... ça fait peur. Et puis en pleine guerre, justement, contre l'Iran... si vous vous souvenez, il y a eu l'attentat en pleine église en Syrie, qui était donc le plus grand attentat dans une église chrétienne en Syrie de l'histoire de la Syrie. Et puis les Druzes cet été qui ont été aussi attaqués. Même pendant la guerre, ça n'était pas arrivé. Non. Donc vous voyez, il y a cette crainte. Donc il va falloir trouver une solution à cette Syrie. Et pour répondre à la question sur Trump, je pense que aux États-Unis, vous savez, on a une idée en Orient et en Occident qu'il y a un lobby juif un lobby pro-israélien extrêmement important.
et qui est composé d'ailleurs de juifs et de chrétiens évangéliques. Mais on oublie souvent qu'il y a un lobby pro-arabe extrêmement puissant aux États-Unis. Et ce lobby pro-arabe dispose de relais très importants, comme par exemple toutes les sociétés d'armement américaines, puisque les principaux acheteurs d'armes américaines, mais aussi les principaux acheteurs d'armes françaises, sont l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar. Et vous savez, ils demandent en échange certaines choses, notamment qu'il y ait un soutien américain à leur volonté en Orient. Et s'ils ne peuvent pas obtenir leur volonté à Gaza et en Cisjordanie, ils souhaitent au moins l'obtenir en Syrie. Bien sûr. Mais un djihadiste, ça peut changer ou pas? Non. Non. Non, et d'ailleurs, c'est la preuve qu'on ne peut pas être déradicalisé, comme on dit. Ouais. Moi, je pense que quand... Ça peut quand même se couper la barbe, mettre un costume. Oui, ça c'est autorisé pour faire avancer la cause. Quand vous l'avez vu, par exemple, que des 2 tiers des délégués quittent la salle lorsque Netanyahou prononce son discours, lui, il reste. Il a bien appris sa leçon quand même. Bien sûr, il a bien appris sa leçon, mais par contre, par exemple, il continue à appeler son organisation Hayat Tahrir al-Sham, ce qui signifie Organisation pour la libération du Levant. Libérer le Levant de qui? C'est pas des juifs, c'est pas des chrétiens, c'est pas des druzes, c'est pas des alaouites. Vous voyez, il y a quand même cet aspect extrémiste qui demeure. Et puis, moi, je pense que, mais d'un point de vue plus philosophique, politique, que, si vous voulez, quand quelqu'un connaît les textes islamiques et y adhère, il est forcément islamiste. Quand il y adhère, je parle intégralement. Et lui, il y adhère intégralement. C'est-à-dire que un musulman peut être complètement modéré, mais à partir du moment où soit il ne connaît pas ses textes, soit il applique sa religion à la carte. Et là, il n'y a aucun problème. Mais celui qui connaît parfaitement les textes et les applique intégralement ne peut être que islamiste. Regardez, c'est assez clair comme texte. Si on vous dit, c'est dans le Coran, de prendre la vie de Mahomet comme exemple et comme modèle pour chaque homme, et que Mahomet, lui, avait attaqué les Juifs à Médine, qui était une ville à plus d'un tiers juive, et qu'il avait attaqué les chrétiens aussi dans cette péninsule arabique, pardon, eh bien, c'est un modèle à suivre. Donc, il faut suivre Mahomet pour tuer les Juifs et les chrétiens. Imaginez, ça pose problème. Oui. Et dans son type de gouvernance aussi, on retrouve des accents quelque part très, je vais dire, assadiens. C'est-à-dire que c'est lui qui rédige la Constitution, il n'a pas de Premier ministre, il est le Parlement, c'est un Parlement croupion, constitué de... Bon, il n'y a pas vraiment d'effort, on va dire, démocratique. Non. Mais en même temps, l'Arabie Saoudite n'est pas démocratique. Les Émirats Arabes Unis ne sont pas démocratiques, Qatar non plus, et sont acceptables pour les États-Unis. Je dis ça en raison des espoirs qui avaient été mis sur la Syrie pendant la guerre, de dire, voilà, il faut faire tomber le dictateur pour que la Syrie... pluraliste, incluant les minorités, respectueuse des femmes, etc., puisse... voilà. Je parle de ce qu'on entendait en France. C'est vrai, mais c'était un leurre. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de Syriens opposants qu'on connaît, même par exemple Omar Youssef Soleiman, qui lui aussi souhaitait la chute d'Assad et qui est venu en France, etc., Bien sûr. mais qui maintenant est contre Joulani et se rend compte que... il y a pire, en fait, aujourd'hui au pouvoir. Parce que c'est ça la réalité. Vous trouvez que Joulani est pire qu'Assad? Bien sûr que Joulani est pire qu'Assad. Autant Assad a fait du mal au Liban et aux Libanais, je parle surtout de Hafez et d'Assad, puisque Bachar a fait beaucoup moins que Hafez. Mais je dois dire que Joulani est bien pire, parce que Joulani a l'idéologie, il a la masse, c'est-à-dire il y a 70% de Syriens sunnites. Je ne parle même pas des Kurdes qui sont aussi sunnites. Il y avait quand même beaucoup de sunnites qui étaient restés du côté d'Assad. Il y avait la bourgeoisie laïque, absolument. La bourgeoisie laïque. Homs, bien sûr. Également une grosse partie de son armée, de ses généraux, de son gouvernement. Sa femme était sunnite. Bien sûr, mais malheureusement, quelle est leur voix aujourd'hui? La plupart sont en train de quitter ou ont déjà quitté. D'autres ont été tués, d'autres se taisent, se cachent. Je veux dire, c'est ça. Donc c'est pour ça que je dis que
qu'aujourd'hui la situation en Syrie est pire. Et l'erreur qu'ont fait effectivement les Occidentaux, c'est de croire que par miracle, il pouvait y avoir une Syrie démocratique et laïque, voir le jour comme ça par miracle. Et même ça a été une certaine naïveté auprès d'une certaine opposition valable syrienne, comme par exemple, donc je citais Omar Youssef Semen, qui est un ami qui est très gentil, mais je le connais aussi, voilà, mais qui a eu, qui a en fait été, je pense, trop utopique de croire qu'à la place d'Assad, il y aurait quelque chose de beaucoup mieux. Donc Assad, si vous vous souvenez, quand son père est mort et qu'il a pris le pouvoir, petit à petit, il a quand même fait pas mal de réformes pour essayer de réformer le régime. Le régime de Bachar était beaucoup mieux que le régime de Hafez el-Assad. Hafez el-Assad aussi massacré, tué, et massacré, tué alors qu'il n'y avait pas de guerre. Hama, je parle voilà. 82, et puis il jetait de l'acide sur les gens et leur corps disparaissait. Enfin, c'était ça, Hafez el-Assad. Carcéral syrien, c'était bien sûr. Et ce qu'il a fait au Liban, c'était terrible. Et donc, je pense que Bachar, lui, a tenté de démocratiser la Syrie et de libérer, en tout cas pas forcément de démocratiser plus que ça, mais de libérer, même d'un point de vue économique. À l'époque de Hafez, c'était quelque chose d'extrêmement communiste. Lui a essayé de faire une certaine ouverture. Mais derrière, c'est vrai qu'il a durci sa position quand la guerre a commencé pour maintenir son pouvoir. Et là où je pense qu'il a commis une énorme erreur, c'est de ne pas préparer sa région, la région alaouite. Finalement, la région alaouite est tombée très rapidement. Et quand on voit la région alaouite, ce qu'elle est devenue, elle est très pauvre, les gens sont très pauvres, ils sont désarmés, enfin c'est un désastre. Les Assad sont restés une 50aine d'années au pouvoir, et c'est ça le résultat dans la région alaouite. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de très décevant pour les Alaouites. Et ça ne redore pas son blason, vous voyez. Mais même au niveau, enfin, moi je sais qu'ayant couvert beaucoup la guerre en Syrie, je me suis rendu compte qu'au moment où la paix est arrivée, il y a eu 8 années de... Bon, la Syrie elle était complètement asphyxiée par les sanctions, très peu de possibilités d'investir et donc de faire sortir l'économie. Mais néanmoins, beaucoup de Syriens, y compris des Alaouites, critiquaient beaucoup Bachar dans les dernières années, en disant il ne fait rien, il n'a pas réussi à sortir le pays, alors qu'il avait gagné la guerre, quelque part. Et ça lui a été beaucoup reproché, ce qui fait que quand il est parti, au départ, en tout cas, je ne sais pas aujourd'hui, mais beaucoup de personnes ne l'ont pas vraiment regretté. Oui, surtout pour les raisons économiques, parce que justement, la livre syrienne s'est effondrée. Mais c'est un peu aussi ce qui s'est passé au Liban. Au début du mandat de Michel Aoun, vous savez, il y avait une certaine euphorie en faveur du pouvoir en place. Et puis, parce que d'ailleurs, il avait été élu et par les chrétiens, et par les sunnites, et par les chiites, ce qui était quand même assez fort. Et ensuite, avec la crise financière, eh bien, il y a eu énormément de critiques jusqu'à une révolution dans la rue. Et en Syrie, c'est pareil. Ce qui a fait du tort à Michel Aoun a également fait du tort à Bachar el-Assad, c'est-à-dire la chute de la livre libanaise d'un côté, la livre syrienne de l'autre, et l'asphyxie des banques, l'asphyxie de l'économie. Et c'est ça qui a pesé. Et c'est pour cela que Joulani, depuis qu'il a accédé au pouvoir, il n'a eu de cesse que de demander aux Américains et aux Européens de lever les sanctions, parce qu'en fait, il savait très bien que si les sanctions se maintenaient, il allait chuter lui-même. C'était vraiment Alors, dernière question sur cette Syrie, le rapport Syrie-Liban. Est-ce que vous avez évoqué tout à l'heure dans une de vos réponses les éléments qui ont déstabilisé la société libanaise, et vous aviez invoqué d'abord les Palestiniens et ensuite les Syriens. La question des réfugiés syriens est une question cruciale. Est-ce que vous pensez que le Liban n'atteindra pas une nouvelle stabilité si ces réfugiés restent, et est-ce qu'il y a une chance qu'ils repartent en Syrie ? Il y a plusieurs choses qui posent problème. Déjà, il y a une naissance sur 2 aujourd'hui au Liban qui est une naissance soit syrienne, soit palestinienne. Je ne parle pas de chrétiens libanais et musulmans libanais. 1 sur 2 est un réfugié, sur le papier. Maintenant, il y a une autre chose, c'est qu'il y a énormément de Syriens qui font des va-et-vient entre le Liban et la Syrie. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de crainte pour eux de retourner en Syrie. Ils restent au Liban pour plusieurs raisons. Il y a l'ONU qui les paye, il y a les ONG qui les payent, et ils les payent en dollars.
Oui. Donc en fait, c'est un pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui est très important pour eux. Et donc pour qu'ils retournent en Syrie, il est important de lever les sanctions contre la Syrie pour que l'économie syrienne refleurisse, redémarre. Mais il faut également que l'ONU et les ONG cessent de donner de l'argent aux Syriens au Liban. Il faut qu'ils leur donnent de l'argent en Syrie. Comme ça, ils retourneraient en Syrie. Mais maintenant, il y a aussi un autre souci, c'est le fait que les hommes de Joulani attaquent la frontière syro-libanaise quasiment tous les jours. Il y a des affrontements entre donc, la population de la Beka et donc le Hezbollah. Souvent liés au Hezbollah, mais certains ne le sont pas forcément, contre les gens de Joulani qui essayent de s'infiltrer. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'orientation de Joulani, c'est Hayat Tahrir el-Sham, c'est pas Hayat Tahrir Souria. Parce qu'en arabe, Syrie, c'est Souria, alors que Sham, c'est le Levant. Donc le Liban. Donc c'est une crainte pour les Libanais que Joulani, à un moment donné, tente d'envahir. Et la grande crainte, c'est qu'à un moment donné, on dise à Joulani, toi, rentre au Liban et règle le problème du Hezbollah. Et s'il rentre, il ne sortira pas. Oui. Mais est-ce qu'on risque de retrouver des épisodes comme Herzl, ce qui s'est passé dans le Kalamoun dans les années 2011-2012, où le Hezbollah finalement affrontait les groupes djihadistes dans ces zones dont vous parlez, proche de la Beka? Mais c'est très possible que ça ait lieu, et c'est pour cela qu'il y avait énormément de chiites qui étaient fâchés du Hezbollah de les avoir entraînés dans une guerre qui n'était pas la leur, du fait en plus que dans le cœur des chiites libanais, il y a une certaine haine contre les Palestiniens, parce que, comme je vous ai dit, ils ont tué plus de chiites que de chrétiens au Liban. Et donc, aujourd'hui, les chiites ont aussi peur que si le Hezbollah se désarme et que Joulani rentre, qui les défende, si l'armée libanaise n'est pas en capacité de les défendre, notamment du fait qu'une partie de l'armée libanaise, la moitié, sont sunnites, et quelle serait donc leur loyauté? Avec Joulani ou avec le Liban? Est-ce qu'ils défendraient les chiites et les chrétiens ou ne les défendraient pas? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais à l'époque, surtout dans les précédents combats entre ces groupes djihadistes qui sont de la même émanation, puisqu'il y avait Jabhat al-Nusra, il y avait Jaish al-Islam, etc. Nusra, c'est Joulani. Bien sûr, c'était Joulani, et qui était déjà présent dans ces combats. À l'époque, l'armée libanaise et le Hezbollah combattaient côte à côte. Ensemble, bien sûr. Absolument. Et là, si vous désarmez le Hezbollah, qu'est-ce qui se passera? C'est pour cela qu'il est très important c'est vrai de désarmer le Hezbollah, mais d'armer vraiment très efficacement l'armée libanaise, lui donner une aviation digne de soi, lui donner des armes dignes de soi. Mais Vous pensez que les Américains sont conscients de ça? Les Américains sont forcément conscients d'une certaine manière, mais je ne sais pas combien le Liban est une priorité pour eux. Et vous savez qu'ils ont établi l'une de leurs plus grandes ambassades au monde au Liban. Ça a coûté plus d'$1 milliard pour être construit. Donc c'est un centre de renseignement en réalité. C'est une ville en soi. Et donc ils ont énormément d'informations. Mais la question c'est, est-ce qu'ils veulent confier la gouvernance du Liban à des Libanais ou la gouvernance du Liban aux Arabes? N'oubliez pas une chose, c'est que en fait, la guerre au Liban, elle a été pour arabiser le Liban et l'islamiser. Parce que les Libanais ne se disaient pas arabes, le Liban n'était pas arabe. Ils se disent phéniciens. Phéniciens et autres. Parce que vous savez que le Liban historique, c'était la Phénicie, bien sûr, mais les premiers chrétiens qui étaient des juifs convertis au christianisme, ce qu'on a appelé l'église de Jérusalem, la Bible nous dit qu'ils sont partis s'installer au Liban. C'est pour cela que le prénom Élie, vous le retrouvez chez les juifs, mais vous le trouvez aussi chez les Libanais. Et puis il y a l'église d'Arabie, au moment de l'islam, vous savez que les chrétiens d'Arabie ont fui l'Arabie, on les appelait les Rassanites, et sont venus se cacher au Liban. Et c'est pour cela que le prénom Hassan est donné au Liban. Et donc c'est parce que les chrétiens d'Arabie sont venus se cacher au Liban. Et puis la troisième église qui s'est complètement installée au Liban, qui n'est plus aussi nulle part ailleurs, c'est les Arméniens catholiques. Le patriarcat arménien catholique mondial se trouve au Liban. Je parle des catholiques. Oui. Michel Fayad, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions, cette clarté dans votre analyse sur la situation géopolitique mondiale, mais plus particulièrement au Moyen-Orient et au Liban. Merci de nous avoir rendu visite chez Omerta. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'espère qu'elle vous a plu, que vous reviendrez encore plus nombreux pour la prochaine édition du Grand Entretien. D'ici là, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.